Bienvenue dans 50 nuances d'horreur. Je suis Lily Allan, autrice, chroniqueuse littéraire et amoureuse d'horreur depuis toujours. Pas l'horreur pour choquer, pas celle qui se consomme vite et s'oublie, mais celle qui reste, celle qui travaille l'imagination longtemps après avoir refermé le livre. Dans chaque épisode, on prend le temps. On ouvre un roman, un recueil, un classique ou un sous-genre et on le regarde sous toutes ses coutures. On parle de voix, de structure, de rythme, de motifs, de ce que le texte dit et de ce qu'il choisit de taire. Installe-toi, prends ton livre préféré ou celui que tu hésites encore à ouvrir et viens, on va explorer ensemble l'endroit où la littérature et l'horreur se rencontrent. Les trigger warnings du sous-genre abordés aujourd'hui peuvent être l'emprise psychologique, l'isolement, la violence symbolique et parfois sexuelle, privation, déshumanisation, dérives religieuses et messianiques. Je resterai sobre, on parlera de mécanismes, de littérature et sans détail cru. Tu connais ce frisson particulier, pas la peur d'une créature, pas la peur d'une maison, mais la peur d'un nous qui se resserre. Les récits de culte et de sectes travaillent exactement à ça, l'énergie du collectif quand il se ferme comme une main. Ce sont des histoires d'appartenance avant d'être des histoires de croyance, des histoires de logique du pouvoir avant d'être des diatribes contre la foi. En littérature d'horreur et de lisière, elle pose toujours la même question lancinante. Comment les gens ordinaires, pas plus faibles ni plus mauvais que toi et moi, se retrouvent à faire ou à accepter l'inacceptable? Et si tu veux écrire ou lire ces textes proprement, il faut déplacer le projecteur. Moins sur le charisme caricatural du gourou que sur la somme des petites décisions qui, alignées, deviennent une cage. Je te propose de dérouler les sujets en douceur, sans liste scolaire. D'abord ce qu'on raconte vraiment quand on parle de culte ou de secte, puis comment la littérature rend cette emprise sensible, voix, espace, temps, langage. Ensuite, pourquoi on y entre, comment ça tient, comment on en sort ou pas, et enfin, comment l'écrire sans trahir les survivants ni glamouriser l'horreur. En chemin, on croisera des livres qui m'accompagnent, de Jackson à Neuville, de Klein à Tremblay, de Cutter à Jenny Melamed. Non pour en faire l'encyclopédie, mais pour nourrir notre boîte à outils. Le mot secte brûle, il charrie le mépris. L'accusation, la panique morale, le roman, lui, préfère les mécanismes. Ressources concentrées entre quelques mains, langage resserré, mots codés, des chants, des mantras, isolement géographique ou social, rituels qui organisent le temps, techniques de persuasion et de contrôle qui vont de l'attention débordante à l'humiliation réglée, en passant par la confession forcée et la refabrication du soi. C'est froid dit comme ça et c'est justement l'intérêt. Dès que tu nommes les pièces, l'effroi cesse d'être mystique et devient lisible. Dans la fiction, rendre lisible ne veut pas dire casser l'ambiguïté, ça veut dire montrer comment est-ce que ça marche. La première idée à garder, la plupart des récits forts n'expliquent pas l'emprise par un déficit des victimes. Ils l'expliquent par un ajustement douloureusement humain. Besoin d'être vu, d'ordre au milieu du chaos, et de sens lorsque le monde paraît indéchiffrable. De famille quand l'ancienne vacille, de soins quand tout le reste a démissionné. L'entrée dans le culte ressemble à une réponse avant d'être un piège. C'est capital pour l'éthique et pour la force dramatique. Si tu veux que le lecteur se reconnaisse et non qu'il juge de loin, tu écris les bonnes raisons d'entrée. Deuxième idée, il n'y a pas de modèle, mais une poignée d'architectures qui reviennent. L'utopie rurale qui devient colonie punitive, le charisme urbain qui s'agrège en réseau d'appart et de salles de yoga, la communauté post-crise, catastrophe, pandémie, crash, qui sécurise ses membres par des règles de plus en plus serrées. La cellule endogame adossée à une théorie bricolée. La microsecte improvisée dans un espace clos, supermarché, bunker, église, quand l'événement dehors déchire la moralité. Chaque architecture impose un tempo et un langage différents. C'est dans ces différences que la littérature trouve sa beauté. Les bons romans ne te disent pas « ils sont sous emprise », ils te font vivre l'emprise. La voix d'abord. Deux lignes majeures réussissent particulièrement bien. La première personne, qui s'adresse à nous comme à un ami ou à un juge, et le « nous » collectif. La première personne t'installe littéralement dans le cerveau qui re-rationalise tout, en te disant « non, ce n'est pas une punition, c'est une épreuve pour mon bien ». L'intérêt n'est pas la confession lacrymale, c'est la rhétorique. Comment on requalifie un coup en correction, une privation en purification, une rupture familiale en chemin? Le nous, lui, crée une musique hypnotique, phrase qui commence par « on », rassurance du groupe, disparition des pronoms singuliers, c'est simple et c'est glaçant.
Après 10 pages, tu entends l'érosion de l'individu sans qu'on prononce le mot. L'espace ensuite, la colonie lointaine, la ferme collective, le centre urbain, le temple, la maison aux fenêtres tournées vers l'intérieur, chaque lieu contraint les options. Qui voit qui entend quoi, qui peut disparaître sans témoin. Les récits intelligents réutilisent les mêmes pièces encore et encore, mais en changeant leurs propriétés. La salle commune rassure au début, oppresse au milieu, puis devient salle d'audience à la fin. Le dortoir d'enfants meugle innocent et finit en machine à surveiller les nuits. Tu n'as pas besoin de nouveaux décors, tu as besoin d'un lieu qui apprend à te lire. Le temps, c'est la chaîne invisible. Les communautés d'emprise refont l'agenda. Sommeil court, réveil au chant du coq, rotation de tâches, période de jeûne, fête, veille, études, confession, mission, etc. L'horreur n'est pas là où on regarde d'habitude. Elle est dans la privation douce de sommeil, dans les rendez-vous répétés qui empêchent de penser. Le roman fabrique la même sensation par le rythme des chapitres, courts, réguliers, qui t'enferment dans des jours interchangeables et pourtant orientés vers un grand moment. Une prophétie, une visite de passage, une ascèse, une biopsie spirituelle, etc. Tu fermes le livre et tu as l'impression d'avoir vécu 3 mois sous une cloche. Le langage, enfin. Je te parlais de requalification. C'est le cœur. Un bon texte de culte est un texte lexical. Il invente 3-4 mots-clés. La pureté, la ligne, la part, l'ascension. Les sème, les roule d'un chapitre à l'autre jusqu'à ce que le lecteur les pense tout seul. Il crée des antonymes internes. Extérieur versus dedans, monde versus corps, bruit versus chant, famille de sang versus famille d'âme. Il glisse parfois des mots techniques, prophète, protocole, examen, etc. Non pour faire savant, mais pour donner la texture des réunions. Et il montre comment les mots ferment. Plus on avance, plus le vocabulaire rétrécit. La phrase finit par ressembler à un couloir. Tu peux résumer ça en équation simple. Manque, plus promesse, plus preuve, plus prix. Le manque est toujours concret. Pas une vague ou une quête de sens, mais une solitude, une dette, un deuil, une honte, une maladie mal soignée, une marginalisation économique, un déclassement, une angoisse climatique, une rupture, une violence plus ancienne, etc. Les récits honnêtes nomment ce manque. Ils l'incarnent. Un matelas à même le sol dans un studio trop cher, des relevés de compte, un frigo vide chez une étudiante brillante, un parent alcoolique et un pays brûlé par l'été. La promesse, jamais abstraite. On te promet une famille, un corps sans douleur, une maison, un travail qui a du sens, une guerre intérieure enfin gagnée, une élite où tu seras enfin reconnu. Bien sûr, tu as remarqué, ça ressemble aux promesses du marché et des politiques. Les cultes ne viennent pas d'une autre planète. Ils captent mieux ce que le monde promet mal. La preuve, elle arrive tôt. Une guérison de peau qui relève d'un cycle, mais l'esprit aime les causes rapides. Un job trouvé par le réseau, un loyer couvert par la communauté, une attention soutenue que personne ne t'avait donnée depuis des années. Les romanciers avisés savent l'écrire sans cynisme. La preuve marche vraiment. C'est pourquoi l'emprise n'est pas un nuage d'illusions, c'est une mécanique efficace. Le prix, il est toujours fractionné. Un peu de temps, puis plus du tout. Un peu d'argent, puis plus du tout. Un petit secret confié, puis plus du tout. Un bout de toi, et tu te retrouves allégé, plus léger, puis amputé. La puissance des textes vient de la gradation. Jamais de bascule magique, toujours des marches. Et à chaque marche, une reformulation. Le prix devient preuve d'amour. Investissement, dîme, allègement, renoncement aux idoles. Et là, tu vois pourquoi le lexique compte. Ce qui tient la structure, ensuite, ce sont les techniques classiques que la fiction peut rendre sensibles sans faire un cours. La contrainte du temps, insomnie, réunion, la contrainte de l'information, l'extérieur est bête ou hostile, l'intérieur détient les réponses. La contrainte sociale, les autres membres sont tes amis, tes employeurs, tes colocataires, tes amours, tout mélange. La contrainte de territoire, vivre sur place, pas de voiture, pas d'argent liquide. La contrainte du corps, jeûne, habits codés, chasteté imposée ou sexualité régentée, il suffit d'en orchestrer 3 pour que l'emprise devienne visible sans didactisme. L'horreur sectaire n'est pas là. Le plus souvent, dans des rites sanguinaires, même si la fiction adore parfois aller jusque-là, elle est dans la banalité organisée. Les réunions, les repas, les chants, les travaux, les lectures, les moments d'extase, les confessions, une semaine de vie dans un culte ressemble à n'importe quel emploi du temps surchargé. La littérature fait sentir cette banalité et montre où le réel plie.
quand un enfant cesse d'aller à l'école du dehors, quand un traitement médical est remplacé par un protocole maison, quand une mère voit ses mots réécrits par quelqu'un qui parle plus fort. On n'a pas besoin d'un autel ou d'un couteau pour être en horreur. On a besoin d'une chaise où s'asseoir et d'une voix qui te dit ce que tu es. S'ajoute assez vite la police du langage. On apprend à se confesser correctement, à corriger les autres avec douceur pour leur salut, à sourire aux étrangers sans s'y attacher, à mettre de côté ses pensées impures, à rattraper ceux qui doutent. Les romans solides écrivent la joie aussi. La joie de chanter ensemble, de partager le travail, de ne plus avoir à choisir. C'est essentiel. Si tu n'écris que la noirceur, tu triches. La joie est le crochet qui tient. La peur vient plus tard quand la joie devient devoir. L'érotique du pouvoir enfin. Le culte aime l'exception. Rien pour les autres, tout pour nous. Rien pour toi, tout pour moi. Ton corps m'appartient parce qu'il appartient à la mission. Beaucoup de textes traitent cette dimension avec délicatesse. Ellipse, conséquences, voix des survivantes et survivants, c'est la seule ligne tenable. On peut rendre lisible la confiscation sans l'exhiber. L'horreur est dans l'après-coup. Silence au petit-déj, trajet détourné, regard fuyant, rêve qui revient, doctrine qui justifie, etc. La sortie est rarement un grand soir. Elle ressemble à une suite de micro-ruptures. Une phrase qui ne prend plus, une personne de l'extérieur qui croit ce qu'on dit, un enfant malade qu'on emmène quand même, une dette qui devient absurde, une gifle qui ne ressemble pas à la personne qu'on croyait. Les romans crédibles montrent ces moments ordinaires où la croyance se fêle. Ils montrent aussi la punition socialisée. Regard détourné, mise au ban lente, épreuve supplémentaire, temps de désert, obligation d'avouer jusqu'à s'excuser d'avoir pensé. Et parfois, l'expulsion. On te jette pour mieux te conserver comme contre-exemple. Le reste, l'après, est un temps à part entière. Changer de prénom ou le reprendre, refaire des papiers, réapprendre l'argent, accepter l'aide de l'État quand on a haï l'État, se réconcilier ou pas avec sa famille, retrouver la musique du monde, radio, pub, conversation, etc. Les fictions qui respectent leurs personnages prennent le temps d'un chapitre d'après. C'est aussi là que se joue l'éthique du genre. L'horreur n'est pas un décor à sensation, c'est un travail de vie après coup. Écrire cet après, c'est refuser comme auteur de consommer la souffrance et de passer à autre chose. Comment écrire ce sous-genre aujourd'hui ? Je te donne une boussole simple qui respecte ce qu'on s'est dit sans pour autant t'enfermer. Commence par une personne et une ville ou une campagne. Très tôt, nomme son manque. Pas de flou inspiré, mais un quotidien. Laisse ensuite la promesse la rencontrer d'une manière banale. Une voisine charmante, un atelier gratuit, une soirée découverte, un ami d'amis qui propose du bénévolat, puis écris la joie première. Ne pose pas de masque de monstre sur tout le monde tout de suite. Puis règle 3 contraintes. Le temps, donc une réunion, une tâche, l'argent, la dîme, le travail, la dépendance, le langage, des mots codés par exemple. Fais-les monter doucement. Quand tu bascules, résiste à l'envie de tout brûler. Utilise ce que tu as planté. La salle commune devient tribunal, le chant devient injonction, la confession devient menace. Les scènes les plus fortes sont souvent publiques-privées. Tout le monde est là, mais la conversation se passe entre deux. On se parle à mots couverts dans un champ, on se menace en priant pour toi, on te donne un service qui ressemble à une prison. Si tu écris l'extraction, évite l'héroïsme hollywoodien, sauf si ton livre le demande. La vraie sortie est un prétexte minuscule, par exemple aller à la poste, à la pharmacie, chez un avocat, etc. Saisis au millimètre. Écris la logistique, où est la voiture, qui a les clés, qui sait, qui ferme, où est l'argent, qui garde l'enfant, quel sac on prend, etc. La peur n'a pas besoin de cris, elle a besoin d'une poignée qui résiste. Et puis écris l'après, une nuit à l'hôtel, le premier petit déjeuner où on choisit pour toi, un silence qui n'est pas un interdit mais un repos, un objet qu'on jette, un autre qu'on garde. L'éthique, toujours. Ne cite pas des rites vivants identifiables pour les tordre en culte maléfique. Ce n'est pas seulement irrespectueux, c'est paresseux. N'assigne pas de troubles psy comme cause unique. Tu réduirais des vies complexes à des slogans. Fais attention aux enfants. Si ton récit en implique, traite-les comme des personnages, pas des leviers. Évite l'érotisation des rapports de pouvoir. Ta phrase peut faire comprendre sans faire consommer. Quelques exemples issus de la littérature maintenant.
Quand Shirley Jackson écrit The Lottery, elle invente la scène d'adhésion banale à une règle absurde, parfait prologue à bien des romans de communauté. Chez Stephen King, la supérette de The Mist condense en 48 heures la naissance d'un culte apocalyptique. Sermons, boucs émissaires, sacrifices, microsectes exemplaires écrites sans caricature où la peur fabrique la prière. Adam Neuville, dans The Last Day, montre enquête et résurgence, la fascination pour un culte défunt qui continue à hanter le présent par les images. Et MacLean, dans The Girls, s'intéresse à l'avant, la soif adolescente d'attention et la libération sexuelle mal nommée qui devient des portes. Jenny Melamed, avec Gazer the Dodger, construit une utopie fermée qui tient par l'économie et l'accouplement du mythe avec la logistique. Lecture rude mais très juste sur la socialisation des filles. Paul Tremblay, avec The Cabin at the End of the World, joue l'ambiguïté. Prophétie délirante ou vérité terrible et le prix d'agir quand on ne sait pas. Ces livres ne disent pas la même chose, mais ils partagent une méthode. Peu d'effets, beaucoup de conséquences. Ils savent que la vraie terreur ici est sociale. Pourquoi est-ce qu'on aime littéralement toutes ces histoires ? On les aime parce qu'elles parlent du pire et du meilleur de nous. Le pire, notre docilité, notre goût pour l'ordre, notre fatigue d'être seul responsable, notre facilité à appeler liberté ce qui est juste un transfert d'obéissance. Le meilleur, notre capacité à tenir la main d'un inconnu pour sortir par la porte de service, à désapprendre un langage pour en retrouver un autre et à recommencer. Dans les grandes heures, ces récits sont des miroirs et des outils. Ils te disent « attention aux mots que tu répètes sans y penser », attention aux groupes qui te saoulent de soins, puis te chaînent de devoirs. Attention aux promesses qui raccourcissent le monde. Ils obligent aussi parce qu'ils touchent une vie réelle. Beaucoup d'auteurs, ici, ont des proches passés par des communautés destructrices. Religieuses, politiques, bien-être, pseudothérapie, etc. Notre responsabilité en tant que lecteur et créateur, c'est de respecter ça. Ne pas faire du trauma un parc d'attractions. Ne pas rejouer sans fin la même scène pour le frisson. L'horreur ici est un service qu'on rend. Rendre lisible ce qui, sinon, se cache sous de beaux mots. Je te donne ma liste de favoris du genre. Si tu veux plonger, je te conseille côté roman et nouvelle, et MacLean avec The Girls, donc l'angle d'adolescent et la fin d'attention, Adam Neuville avec The Last Day, enquête et hantise documentaire, Jenny Melamed avec Gazer the Dodger, Utopie close, filiation et corps. Paul Tremblay avec The Cabin at the End of the World, ambivalence eschatologique. Nick Cutter avec Little Heaven, camp, prophète, désert, violence traitée avec ellipse. En classique cinéma, tu vas trouver The Wicker Man et Rosemary's Babies, restent des matrices, à lire et à relire via les novélisations et les romans qui les entourent, pour comprendre rituel, îlot social et séduction. Et en cours, Shirley Jackson avec The Lottery, 3 pages qui en disent plus sur la docilité collective que des traités. On sort de ce dossier avec une boussole très simple. Premièrement, l'appartenance est une force vitale, elle n'est pas coupable en soi. Deuxièmement, la littérature a le pouvoir rare de montrer quand l'appartenance tourne sous emprise, quand les mots se rétrécissent, quand le temps se remplit pour t'empêcher de penser, quand l'espace se remplit pour t'empêcher de fuir. Troisièmement, écrire et lire ces récits, c'est apprendre à entendre les requalifications, telles que « c'est bon pour toi »,« on sait mieux que toi »,« tu n'as pas besoin de ça ». La prochaine fois qu'une phrase te fait l'effet d'une corde douce, tu auras peut-être la prudence d'en tester l'autre bout. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui pour cet épisode sur le sous-genre culte et secte. N'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire et si jamais tu veux poursuivre le débat avec moi, je t'invite à me retrouver sur Instagram à 50 nuances d'horreur. Je te dis à très vite pour une prochaine histoire d'horreur. Merci d'avoir écouté 50 nuances d'horreur. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles et quelques mots. C'est le meilleur moyen pour que ce podcast trouve d'autres oreilles. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, 50 nuances d'horreur, pour prolonger la discussion, me partager tes lectures et me souffler la prochaine œuvre à disséquer. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage au cœur des histoires qui marquent et qui mordent. En attendant, garde la porte ouverte, on ne sait jamais qui pourrait frapper.